Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 115 du Dreamcast Show. L'épisode 115, un épisode d'été puisque on transitionne entre la saison 2025 et 2026 et justement on en profite pour prendre un peu de hauteur. On va reculer un peu pour mieux sauter. Et tout simplement, on voulait parler d'un sujet qui a animé la saison 2025 et qui animera peut-être la saison 2026, c'est le retour des line-up à 2 big. Le retour des line-up avec 2 intérieurs. On va essayer de comprendre d'où ça vient, quel intérêt, est-ce que cette nouvelle philosophie a un futur en NBA. Et puis pour faire ça, évidemment, je suis très content puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais je serai avec Azad, mon compagnon de route. Donc voilà le programme. J'espère que ça vous plaira. Et puis installez-vous bien et on est parti tout de suite. Welcome à mon ami, j'essaie de parler anglais. Pour l'introduire, puisque désormais il parle avec Isaiah Thomas. Azad, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment tu vas? Bah écoute, ça va. J'ai failli fondre sur mon vélo parce que je suis parti rouler alors qu'il faisait 38 degrés et j'avais pas capté. Du coup, j'ai eu chaud. Donc là, j'ai encore un peu la tête chaude. J'espère que je vais pas dire trop de conneries et que je vais pas faire un AVC en plein milieu de podcast. On verra. On croise les doigts. Ce serait préférable quand même. Mais je vais faire de mon mieux en tout cas. En tout cas, t'es déjà chaud. C'est déjà bien, c'est que pour l'intro, tu seras déjà chaud, quoi. Tu seras dedans. Oui. Tu seras dedans. Et sinon, tu passes un bon été, Azad? Bon, écoute, tranquillou. Est-ce qu'on peut dire que ça bosse? Oui, ça bosse. Hein. Ça bosse, hein. Ça bosse toujours un peu. Ça cherche un peu des idées pour l'année prochaine pour arriver à remplir le frigo aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Un été de troubadour, finalement. Ça vadrouille un peu aussi par-ci, par-là. Je trimballe ma caravane sur les routes de France et puis la vie est belle. La vie est belle. Une vie d'intermittent du spectacle, finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on aime. Mais figure-toi qu'avant de commencer, j'ai une question pour toi. Oh, wow. Et c'est une question très importante. Et je pense que tous les auditeurs se la posent. C'est Azad, quel joueur de basket es-tu? Est-ce que t'es un intérieur? Est-ce que t'es un extérieur? Est-ce que t'es un gros kiffeur qui fait des passes no look et qui prend des pull-ups? Quel genre de joueur es-tu, Azad? C'était prévu comme question? J'étais censé préparer ça, moi? Ah non. Et j'ai fait exprès de... Enfin, moi, j'avais préparé de te poser cette question, mais j'avais préparé de pas te prévenir à l'avance. En plus, toi, tu m'as jamais vu. FD aurait pu répondre à ma place parce que FD m'a déjà vu jouer. Mais là, je vais devoir répondre moi-même, donc c'est pas pratique. Mais sache que cette semaine, en tout cas, je suis un joueur qui s'est fait dunker dessus. C'est vrai? Ouais. Ah, mais je me suis fait dunker dessus sur un playground à Grenoble au niveau du campus avec une très belle vue. Donc j'avais la vue sur les montagnes et le coucher de soleil et je me suis fait écraser la gueule en venant sur une aide au cercle. Tu vois Arthur, je crois que c'était Arthur. Qu'on salue. Qui, je crois, soit se fait prendre de vitesse, soit sur un rebond offensif. Enfin, du coup, je viens en aide derrière lui et en fait, je suis trop sous le panier. Et je suis trop petit aussi, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte dans la taille du joueur, enfin dans le joueur que je suis, c'est que je suis un nain. Du coup, le mec m'est monté dessus, quoi. Et le pire dans l'histoire, c'est que le mec avait un t-shirt des Lakers. Ah, ça c'est... peut-être un fan de Marcus Smart au final. Peut-être un fan de Marcus Smart, ouais, exactement. Donc déjà, t'es un mec qui vient en aide, quoi. T'es un aide. Déjà, là, pour le coup, ouais. En fait, finalement... C'est pas Brandon Knight, finalement. Est-ce que je ne serais pas Brandon Knight? Non, je pense que... quel joueur? Genre, un mec qui aurait pu être bon en défense s'il avait eu un corps, quoi. Jaden Springer. Tu vois, genre, Marcus Smart dans le corps de Kirk Henrich. Ah oui, c'est pas mal, ça. Ah, j'aime bien. Ou dans le corps d'Isaiah Thomas ou dans le corps de Kirk Henrich? Ah ouais, plutôt... je dois être un peu plus grand qu'Isaiah Thomas. Ton ami? Je fais 6 pieds de haut.
Sur les applis de Ah ouais? rencontre, je mets 6 pieds de haut quand je suis aux États-Unis Ah ouais. pour passer les critères de sélection. Ouais. Ok, ok. Et du coup, pourquoi je te demande ça, c'est parce que j'imagine que pour ton style de jeu assez particulier, t'as besoin d'une chaussure adaptée à ton pied, on est d'accord? Ah oui, c'est vrai que j'ai besoin de chaussures adaptées à mon pied parce que je joue un petit peu comme un intérieur qui fait la taille Ah, ah. d'une petite brindille, quoi. Donc il me faut des joueurs capables de me propulser vers le haut finalement. Et où est-ce que tu pourrais en trouver? Est-ce que t'as un site pour trouver des chaussures adaptées à ton pied? Et ben non, je cherche et je ne trouve pas, mais je sens que tu vas peut-être pouvoir me donner une solution. Eh bien, figure-toi que je suis là pour t'aider. Je suis là pour toi. Et en fait, bon, voilà. Il y a un site qui est magique qui s'appelle udro.com. Et en fait, il y a un petit questionnaire où tu mets ton poste et tu mets le type de terrain sur lequel tu joues, ta marque favorite, tu vois, par exemple, si tu es fan de Under Armour parce que tu es fan de Stephen Curry, et ton style de jeu, un peu, si tu veux plus de l'amorti, par exemple, toi, t'aimerais plus quoi? T'aimerais plus un truc, voilà, de l'amorti parce que tu sautes très haut, donc quand tu retombes. Mais voilà. Et ce site, après ce petit questionnaire, eh ben, il te sort ta paire de baskets favorite. Est-ce que c'est pas génial? Bah, moi, ça m'a fait gagner un temps fou une fois que je l'avais utilisé, donc on peut que le recommander. Puis c'est cool, c'est un projet d'un petit jeune donc, qui fait ça tout seul dans son coin et qui a développé ça. Donc rien que pour l'aspect de mettre en avant tout simplement des projets autour du basket qui requièrent bah, aussi un peu de courage de se mettre en avant, du temps, parce que bah, faut arriver à coder, à mettre en place tout ça. Donc l'initiative est top, donc on soutient à fond son projet et on se devait d'en parler. Donc voilà, un petit mot sur Udro. Sur udro.com que je vous mettrai en description, je pense, j'y pense en tout cas. Et voilà, donc Mathias de udro.com, allez le soutenir parce que c'est vraiment, le site est assez ergonomique en plus, je trouve, donc c'est assez cool. Et voilà pour ce petit jeu de rôle, cette petite mise en scène. Et en plus, vous avez appris quel genre de joueur c'est Azad. Donc ça, c'est quand même tout bénef, tu vois. C'est quand même tout bénef. Mais c'est pas le sujet du jour, Ce puisque qui est le sûr, sujet c'est du qu'en tout jour, cas, l'épisode du jour va pas parler du joueur que j'aurais été. C'est c'est sûr. vrai. À moins que, ouais, ou peut-être du Non. joueur que t'aurais été si tu faisais 2 m 10. Ouais. Mais j'aurais même pas été un bon deuxième intérieur parce que j'ai pas de tir. Oui, bah, ah. Ah ah. Est-ce qu'il y a besoin de deux intérieurs qui tirent? Ah ah. Ah ah. Eh ben, Bonne c'est toute la question. question. C'est toute la question. C'est toute la question. Et donc, bah, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, si je ne m'abuse, non? Et bah ouais, on est parti pour faire un saut dans le futur et en même temps dans le passé. Et c'est peut-être une belle manière d'expliquer aussi la NBA moderne finalement. Eh bah ouais. Faites vos paris sur le chronomètre. On ne sait pas combien de temps ça durera. Mais du coup, moi, je voulais commencer par un truc. C'est tout simplement, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus, le retour des line-up à deux intérieurs, etc., etc. Mais il est où le point de départ de l'histoire moderne? Parce que oui, dans les années 80, 90, ça jouait avec deux intérieurs, etc., etc. Ça jouait avec parfois aucun shooter, etc., etc. Mais du coup, dans l'histoire moderne, moi, je me suis noté deux, trois petits trucs. Mais est-ce que toi, tu as une équipe en particulier qui aurait été un peu précurseur dans ce domaine? Dans le domaine de jouer avec un intérieur ou deux intérieurs du coup. Parce que du coup en Avec fait, deux intérieurs, non? ah bah, est-ce que les équipes ont pas finalement quasiment toujours joué avec deux intérieurs? Moi, pour moi, tu vois, c'est plutôt dans l'autre sens que ça a été. C'est que les équipes modernes, c'était peut-être celles qui s'en sont éloignées à une époque où tu jouais beaucoup avec bah, un pivot et un ailier fort qui étaient en fait deux intérieurs qui sont devenus un petit peu les seuls parfois à jouer sur le terrain entourés de plutôt joueurs de périmètre. Pour toi, c'est quoi Hmm. la première grosse équipe avec deux intérieurs qui t'est venue en tête, du coup? Bah en fait, moi j'ai pensé un peu vraiment histoire très moderne où en fait on allait vers un truc de plus en plus de spacing, etc. etc. Tu Hmm. vois par exemple PJ Tucker en poste 4, c'est pas vraiment, tu vois, une line-up avec deux bigs par exemple. Non. Même la death line-up des Warriors, Draymond Green, Iguodala ou Draymond Green, Kevin Durant, c'était pas deux intérieurs. Et du coup, moi la première à laquelle j'ai pensé, bah en fait c'est
les Celtics de 2022. Mhm. Et les Celtics de 2022, aujourd'hui, je me confie, je les kiffais tellement que j'avais acheté une veste des Celtics et je crois que je te l'ai jamais dit. Mais, Ouais, mais les voilà. révélations. Mais non, mais pour être plus sérieux, pour moi, c'est vraiment cette line-up finalement qui est même pas que de big parce que c'était Al Horford et Robert Williams, mais qui du coup permettait de jouer très grand. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pour moi une des premières qui réussissait à allier spacing, même si c'est peut-être ça qui les a fait perdre en finale, blablabla, mais en tout cas spacing et en même temps la capacité de jouer très grand. Bah, il y avait. Mais c'est déjà un petit peu l'idée de pourquoi ils pouvaient le faire finalement. Parce que si tu veux un peu décrire cette équipe que tu aimais tant, qu'est-ce qui faisait ces deux intérieurs? Pourquoi c'était complémentaire finalement? Et pourquoi ça a pu être mis en place? Parce que tu vois, en particulier un des deux joueurs qui est Al Horford, c'est un joueur qui a souvent été vendu comme un ailier fort, mais qui a passé énormément de sa carrière pivot. Alors qu'est-ce qui fait que son association elle a marché avec Robert Williams par exemple, alors que ça n'avait pas forcément été le cas à côté de Joel Embiid? Bah, bonne question. Non, mais très, très, très bonne question. Je pense que, tu vois, l'équipe avec Joel Embiid, le problème, en fait, c'est pas tant alors fort Joel Embiid. Je pense c'est aussi et surtout Ben Simmons, Matisse Thybulle à l'époque, et en fait, un manque de spacing qui t'empêche complètement de déployer ça. Et là, à Boston, t'avais quand même le côté Marcus Smart, ok, mais Jason Tatum, Jalen Brown, la progression au shoot d'Alorford, qui avec le temps est devenu un vrai bon shooter aussi, et aussi Malcolm Brogdon en sortie de banc. Et finalement, tu avais ce côté-là. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui joue, c'est le moment où tu joues ces line-up. Parce que le moment, je veux dire, par rapport à l'histoire de la ligue, où tu joues ces line-up. Parce que tu vois, en 2017-2018, bah, tu n'avais pas le même avantage concurrentiel qu'en 2021-22. Et en fait, c'est surtout comment tu arrives à t'écarter de la masse, disons. Et tu vois, en 2024-25, c'est encore différent. Et on pourra y revenir, mais c'est aussi beaucoup avec la création de pertes de balles, etc., etc. Donc je pense que la raison majeure, c'est plus la complémentarité avec le reste de l'effectif, finalement. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et il y a aussi un avantage qui a été permis parce que, alors Ford à cette époque-là, c'était un joueur qui pouvait aussi beaucoup plus switcher et qui permettait en fait de créer ce schéma défensif qui a été mis en place où il y avait du coup le retour un peu de ce rôle de roamer de la part de Robert Williams qui avait été utilisé aussi plus tôt dans le passé. On a des joueurs qui, quand on regarde leur utilisation, par exemple parfois l'utilisation de Garnett chez les Celtics de 2008 ou même de la jointe dans les passages que j'ai pu voir dans les équipes de Houston où parfois il est déjà un peu utilisé justement en safety. Et c'est un peu comme ça qu'a été utilisé Robert Williams parce que les quatre joueurs autour de lui pouvaient switcher à l'infini et il y avait aussi des schémas qui permettaient de le garder proche du cercle. Donc en fait, ça dépend de ton effectif et ça dépend aussi de ta tactique et des tactiques que tu arrives à mettre en place finalement. Et c'est peut-être ça aussi toute la difficulté des line-up avec deux intérieurs, c'est qu'elles requièrent finalement de faire des ajustements tactiques parce que tu as souvent un sacrifice de spacing. Et au final, ces raquettes à deux intérieurs, si elles ont été sacrifiées, c'est du fait du spacing. Et les premiers qu'on... Alors peut-être que les tout premiers qui ont sacrifié le deuxième intérieur, ça a été les Rockets notamment de la Joan dans les années 90. Et dans les histoires un peu plus récentes, on a les Mavericks de Don Nelson à l'époque de Nowitzki et Steve Nash. Steve Nash aussi avec les Suns, Mike D'Antoni et Stoudemire. Et aussi Boris Dio. Et une équipe qui est un peu plus oubliée que je regarde beaucoup en ce moment, les Magic de Stan Van Gundy et Dwight Howard avec on en avait parlé un peu par message, Turkoglu, qui est un poste 4 sans leur équipe, mais c'est un poste 4 qui porte la balle. Faut imaginer, en 2009, du coup, donc une époque qui était bien loin de la modernité actuelle, d'avoir ça, quoi. D'avoir des joueurs qui portent la balle alors que c'est des postes 4, avec Rashard Lewis, qui était aussi un shooter extérieur, et du coup,
ça a été... et ils sont allés en finale comme ça. Et ils sont allés en finale, ça a été des équipes à presque 60 victoires. Donc il y a eu une domination qui a été permise par le fait de sacrifier finalement ce deuxième intérieur pour du spacing. Et ce que ont réussi à faire les premières équipes qui ont ramené finalement un deuxième intérieur, c'est d'arriver à garder ce spacing-là. Et au final, si le spacing se casse la gueule un petit peu chez les Celtics, c'est pas que du fait de jouer avec deux intérieurs, c'est que les extérieurs aussi, en 2022, manquaient un peu étaient un petit peu fragiles au niveau du tir, notamment Marcus Smart et Derrick White qui étaient ignorés à 3 points lors des finales NBA. Oui. Pardon, d'ailleurs, avant, j'ai dit Malcolm Brogdon, mais j'avais Derrick White en tête. Ils étaient tous là. Hein. Il était là aussi Brogdon 2022, il est 6e homme de l'année. Et C'est pas 2023 C'est 2023, Brogdon. Eh oui, Brogdon, c'est 2023. Eh oui, il n'est pas dans l'équipe en finale. Non. Pas dans l'équipe en finale. Je dis n'importe quoi, je me fourvoie complètement. Vrai. Mais ouais, je suis d'accord que, tu vois, au final, si tu retraces un peu le qui est ce qui fait quoi et pourquoi est-ce que tu fais ça, etc., tu as vraiment ce côté où, dans les années 2015, 16, 17, 18, la course, c'était le spacing, c'était étirer la défense, etc. Et donc, tu avais envie de mettre un poste 4 qui shoot, quitte à sacrifier autre chose, parce que c'est là où tu allais avoir le plus gros gain. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le sens. Et même en reprenant l'exemple de PJ Tucker, même en mettant pas forcément un énorme sniper, etc., même s'il était très adroit dans les corners, etc., tu avais ce profil-là de... Il faut un shooter au minimum moyen, et comme le répète aussi d'ailleurs souvent Guillaume, mais je pense que c'est très vrai, il y a eu un peu une surréaction à ce moment-là, parce que en fait la corrélation c'était plus tu prends de 3 points, meilleur t'es en fait. Et du coup c'était un peu le tir recherché le plus possible. Et donc en fait ces premières line-up à 2 big, et c'est pour ça qu'on a aussi recherché de plus en plus des licornes ou des choses comme ça, c'est parce que ça te permettait d'allier les deux. Ce qui est peut-être une différence avec aujourd'hui d'ailleurs, parce que justement les défenses ont évolué, on pourra y revenir. Mais tu vois, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est en fait ces line-up à 2 big des Celtics, si on reste vraiment dans ces line-up à 2 big des Celtics, c'était une équipe qui était, en termes de défense en tout cas, c'était une très bonne défense. Mais cette line-up, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, Al Horford, Robert Williams, elle avait un net rating assez délirant. Et elle avait surtout 94,8 de defensive rating, 96e centile. Et on voit que c'était une équipe qui était pas trop mal au rebond défensif. En fait, elle était 66e au rebond défensif. Elle était élite dans énormément d'aspects. Mais en fait, le domaine où elle était vraiment, vraiment élite, c'était sur la protection de cercle. 98e centile en fréquence de tir au panier encaissé. Et 84e centile en réussite au panier encaissé sur cette line-up. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, je trouve, et qui va peut-être différer avec d'autres équipes dont on pourra parler, c'est aussi de voir que finalement, le gros gain que tu as eu à l'époque, c'était aussi, et le gros gain que tu as à jouer avec de big, c'est la protection de cercle. Et c'est peut-être aussi là où on se rapproche des objectifs actuels et de pourquoi est-ce que c'est revenu à la mode, quoi. Oui, ça fait partie au final du... C'est marrant comme l'histoire se mord un peu la queue, parce que jouer avec deux intérieurs, ça t'empêchait d'avoir un bon spacing et d'aller au cercle. Et d'un autre côté, tu reviens au line-up avec deux intérieurs, parce que ça te permet d'avoir une meilleure protection de cercle de l'autre côté. Donc à chaque décision que tu prends sur un terrain de basket, tu as un petit peu tout simplement t'as un petit peu les conséquences des avantages que tu es en train de créer d'un côté ou de l'autre du terrain. Mais c'est aussi, je pense que tu es obligé de t'adapter et peut-être d'aller chercher finalement ce deuxième intérieur quand tout le monde se met à faire du 4 out ou du 5 out. Parce que du coup, tu n'as plus d'avantages concurrentiels à faire comme tout le monde. Et tout le monde devient à peu près pas le même volume de 3 points, mais presque. L'efficacité à 3 points, elle se stérilise un peu plus, entre guillemets. Et du coup, peut-être que d'aller trouver un intérieur qui peut jouer à côté d'un autre intérieur,
c'est le moyen finalement d'aller trouver un avantage concurrentiel que les autres équipes n'ont pas, vu que tout le monde s'est mis à jouer finalement avec 4 extérieurs et un intérieur. Et donc je pense que dans tous les cas, c'est l'éternel finalement recommencement de rechercher quelque chose de nouveau une fois que tout le monde a un petit peu repéré l'innovation et tout le monde a fait pareil, quoi. Ouais, 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 bah complètement. Et justement, du coup, je trouve ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, entre guillemets, ça a été, et je pense qu'on est en plein dedans, c'est de boucher de plus en plus le panier en défense, Mm. quitte à délaisser des shooters. Et je pense que c'est ça un peu la cause qui amène tout ça, en fait. Et quand tu regardes un peu, 2020, 2021-22, pardon, tu es à 32,5% de tirs au panier. Mm. Ensuite, 2022-23, ça augmente à plus de 33%. Donc en fait, on est sur un modèle qui est en croissance, j'ai envie de dire, avec 33,3%. 2023-24, on est encore à un haut niveau puisque attends, je me retrouve le chiffre, à 32,8. Et là, cette année, et on voit que vraiment ça baisse de plus en plus, en fait, ça décroît depuis 3 ans. On est à 31,2%. Donc on est passé en gros en 2 ans ça peut paraître anodin, mais de 33,3% à 32,8 à 31,2. Et donc on a vraiment diminué de 2% la fréquence de tir au panier des adversaires, ou alors les attaques ont perdu 2% par rapport aux défenses. Mm. Et je trouve que c'est important de dire que c'est aussi ça finalement, c'est devenu le nerf de la guerre. Et donc c'est un peu ça qui est aussi à l'origine de jouer plus grand, etc. etc. quoi. En plus Et des comme schémas. tu l'as dit aussi, parfois jouer plus grand, ça permet d'avoir moins de paniers accordés au cercle et aussi de provoquer moins de fautes. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, moi, j'ai analysé en détail les line-up à deux bigs de Boston cette saison. Avec soit Horford comme big tout seul, soit Porzingis, soit les deux, soit deux bigs, donc Cornet, Horford ou Porzingis, Cornet, tout ça. Et en plus de réduire du coup la fréquence quand tu as deux intérieurs, tu as aussi un impact tout simplement sur le nombre de fautes que tu laisses à tes adversaires. Et donc moins de lancers francs. Donc ça aussi c'est une perte d'efficacité pour les équipes adverses. Et c'est ce que j'ai remarqué. Et peut-être ce serait à confirmer sur d'autres équipes en prenant des choses un peu plus larges. C'est aussi qu'avec deux bigs, il y avait un plus gros taux de turnover provoqué. Et en même temps, ça a du sens parce que du coup, les turnovers interviennent souvent sur des passes ou sur des drives ou qui sont entre guillemets dans des zones qui sont trop surchargées. Et le rôle des deux intérieurs, justement, c'est de pouvoir protéger le plus cette peinture. Donc, tu vois, tu as quand même finalement pas mal d'avantages défensifs. Faut-il encore avoir ces protecteurs, enfin ces intérieurs qui sont capables d'être deux sur le terrain. Et en fait, il t'en faut un qui soit presque capable de bouger comme un extérieur finalement parmi ces deux bigs. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où tu fais le choix de juste laisser les autres joueurs ouverts parce que tu n'as pas ce deuxième intérieur qui peut bouger. Et il y a des fois où tu peux. Donc ça dépend, je pense, énormément aussi des deux intérieurs que tu peux avoir. Mais tu as beaucoup d'avantages à aller chercher en défense avec réduction, comme tu as dit, des tirs au cercle, de l'efficacité des tirs au cercle, réduction des fautes provoquées, enfin des fautes que l'adversaire provoque et du coup le nombre de fautes et de lancers francs que tu accordes et en plus une augmentation du nombre de turnovers et tu augmentes aussi ta protection du rebond. Donc finalement, en gagnant de la marge là-dessus, ça te permet de gratter un petit peu et de pouvoir obtenir sur 82 matchs un avantage en termes de net rating, un avantage concurrentiel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ce que j'ai bien, ce que j'aime bien, c'est dans ce que tu as dit, c'est que finalement, presque, il y a plusieurs manières d'articuler Ouais. un line-up à deux bigs. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être que, en fait, la version finale, enfin, la meilleure version, c'est finalement avoir au moins un de tes deux bigs, slash les deux, qui peuvent
qui peuvent jouer comme un extérieur, du moins soit défensivement, soit en attaque, soit les deux. Tu vois, typiquement, pour citer Chet Holmgren, par exemple. Bon, il a mal shooté en playoff, mais dans la théorie, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu, si tu veux, en fait, tu peux faire ça. Et si tu veux, tu peux le faire jouer un peu plus comme un extérieur. Même Isaiah Hartenstein est pas mal. Mais malgré tout, ce que je trouve intéressant, et je veux bien ton avis là-dessus, enfin, tu l'as un peu dit, mais c'est que même des équipes qui n'ont pas forcément ces profils s'orientent sur des line-up à deux bigs, tu vois. Ouais. Ouais, je pense qu'avant de rentrer dans le détail des équipes, on peut juste donner peut-être la stat qu'on trouvait intéressante sur le nombre de possessions jouées à deux line-up et un line-up sur toute la ligue. Est-ce que je peux te dire où je l'ai trouvé et toi tu diras où tu l'as trouvé, ok? Ok. Alors moi j'ai trouvé cette stat sur l'équipe.com, l'équipe.fr, et c'est un article écrit par Azad Rosé. Voilà. Je sais pas si vous le connaissez, mais sans doute un mec à suivre. Et toi, tu l'as moi, trouvé où, la je stat? connais pas, mais est-ce qu'il donne la source de ces stats-là? Parce que c'est peut-être pas Ah lui qui oui, les a oui, trouvés. effectivement, en tout petit en haut, mais j'ai décidé d'omettre ce point. Un certain Owen Phillips. Mais donc, pardon, je t'ai coupé, je te laisse dire la stat Oui, merci. exactement. Du coup, il a réussi à trouver en faisant une extraction de données le nombre de minutes jouées du coup avec deux intérieurs, un intérieur ou aucun intérieur sur la saison 2024-2025. Et sur du coup 10 000 minutes, les équipes qui ont joué avec deux intérieurs ont un net rating de plus 4. Alors que sur 90 000 minutes, les équipes qui jouent avec un seul intérieur ont un net rating de moins 0,4. Et les équipes qui jouent avec 0 intérieur sur 14 000 minutes ont un net rating de moins 1,4. Donc, ça indiquerait que jouer avec deux intérieurs soit entre guillemets une garantie de gagner finalement, parce que du coup, c'est la combinaison qu'a le meilleur net rating. Après, par exemple, sur ces 10 000 minutes-là, il doit y avoir 2000 minutes des Cavaliers qui avaient plus 12 de net rating potentiellement quand il y avait les deux intérieurs sur le terrain qui tirent la donnée vers le haut. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que c'est plutôt le nombre de minutes et de voir que ça arrive et que c'est quelque chose qui revient petit à petit. Et comme tu l'as dit et tu le mentionnais juste avant, c'est pas que des joueurs qui ont une licorne. Et je pense qu'on peut peut-être commencer à rentrer petit à petit dans le détail des équipes qui font ça. Je vais d'abord mentionner celles qui jouent peut-être avec une sorte de licorne. Et c'est là où on se rend compte qu'en réalité, pour jouer avec deux intérieurs, il te faut potentiellement une licorne. Parce qu'on va retrouver des équipes comme les Grizzlies qui jouent avec Zach Edey et Jaren Jackson Jr. qui, je considère, une licorne. Ensuite, on a Hartenstein et Chet Holmgren à OKC avec, pour moi, Chet Holmgren qui est un peu la licorne des deux. Quoique les deux sont peut-être des licornes finalement. Ouais, Mais plutôt Holmgren dans le sens le shoot extérieur et la mobilité. Et le switch roll qu'on a vu en playoff et qui a fait tomber ma mâchoire par terre. Ensuite, on a Rudy Gobert et Naz Reid. Avec Naz Reid dans le rôle du coup de la licorne. Slash Julius Randle aussi. Et tu vois, genre, je trouve, Julius Randle, Rudy Gobert, c'est une line-up qu'on a vue aussi, et on pourrait dire c'est deux bigs aussi, quoi. Alors, je pense que je prendrais plus Reid comme big des deux. Oui, mais je veux dire, ça reste Oui, deux intérieurs presque, tu vois. ça reste deux intérieurs. Ensuite, on a Jarrett Allen et Evan Mobley, avec Evan Mobley dans le rôle de la licorne, du coup, qui shoot à 3 points au niveau de la moyenne et qui peut porter la balle et qui joue des pick and roll comme porteur de balle. On a les Celtics avec ou Cornet ou Horford à côté de Porzingis, avec là du coup la licorne originelle finalement, notre ami Porzingis. Ensuite, Brook Lopez et Antetokounmpo, qui du coup, Giannis c'est un peu une licorne grecque, quoi. Je sais pas comment ils appelaient ça dans la mythologie grecque, les licornes, mais en tout cas, voilà, c'est un profil aussi complètement unique. Et du coup, c'est des profils qui sont, un peu plus... où il y a, disons, une certaine logique finalement à avoir deux intérieurs parce que tu dis que tu as un profil qui est quand même unique et que tu peux associer à côté d'un intérieur.
Mais souvent, les intérieurs auxquels ils sont associés, et bah, ça permet aussi de cacher potentiellement les limites ou les faiblesses de ces licornes-là. Par exemple, Porzingis, il est associé à Horford, qui est un joueur de Switch et qui peut justement beaucoup mieux se déplacer. Naz Reid, du coup, qui est pas un protecteur de cercle, il est allié à Rudy Gobert, qui est un des meilleurs protecteurs de cercle de l'histoire. Et je trouve que même, tu vois, Jaren Jackson, avec Zach Edey, peut-être pour plus quelque chose au niveau du rebond et de la défense du post-up. Et qui c'est qu'on a mis à côté d'Antetokounmpo? Brook Lopez, pour apporter du spacing. Donc au final, il te faut ta licorne pour pouvoir avoir une raquette à deux. Mais il te faut aussi parfois chez cette deuxième intérieur quelque chose de un skill set qui soit complémentaire. Donc c'est pas si facile que ça finalement d'arriver à construire ces line-up à deux intérieurs qui paraissent logiques sont pas forcément faciles à construire. Et puis ensuite il y a celles qui sont moins logiques et qui je trouve détonnent encore plus du jeu moderne finalement. Et du coup, t'aurais quoi en tête? Parce que, en fait, tu vois, c'est marrant parce que, tu vois, Milwaukee, c'est une raquette avec deux joueurs à quasiment 2m13. Enfin, plus de 2m13, je crois. Mais tu vois, j'ai limite l'impression que c'est pas une line-up tant à deux bigs que ça dans la façon de jouer parce qu'elle dénote pas assez presque. Tu vois, ça, en fait, vu que quand t'as une licorne type Jared Jackson Jr. ou Giannis Antetokounmpo, bah, c'est des joueurs qui, de facto, te permettent de jouer avec deux bigs parce que c'est des anomalies. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je trouve ça limite plus intéressant, les line-up qui détonnent. Par exemple, Cleveland détonne déjà un peu plus depuis quelques années, avec les qualités et les défauts qu'ils ont. Et tu vois, je peux te laisser en parler, mais par exemple, moi, un des line-up qui m'a le plus surpris de la saison, c'était à Boston, quand ils jouaient sans Porzingis, qui est un peu quand même la licorne, parce qu'il t'apporte le spacing et c'est un shooter à 40% en attaque, et un des rares, finalement, une des rares vraies licornes qui shoot à 3 points, et bon, voilà, etc., etc. Mais limite, quand il y avait Nemaskita et Al Horford, ou Nemaskita et Luke Cornett, ou Al Horford et Luke Cornett, je trouvais ça encore plus surprenant. Et pourtant, c'est des choses qui n'ont pas si mal marché, quoi. Donc je te laisse sur les line-up qui détonnent encore plus. Ouais, il y a celle-ci du côté de Boston, et en fait, c'était souvent permis parce que si c'était Keita et Cornett, Keita est un intérieur qui peut switcher, Horford aussi, mais de moindre mesure, de moins en moins bien finalement. Mais ça vient un peu de là aussi l'idée, c'est que finalement, dans leur manière peut-être un peu défensive, c'est des intérieurs qui sortent un peu du commun parce que ils peuvent jouer à côté d'un protecteur de cercle, parce qu'ils peuvent switcher. Jarrett Allen peut moins switcher qu'Evan Mobley, du coup c'est pour ça qu'il y a un peu de complémentarité là-dedans aussi. Et dans celles du coup qui détonnent un peu plus et qui sortent un peu plus du lot, moi les deux qui me viennent en tête, allez on va dire les trois qui me viennent en tête, c'est Steven Adams et Alperen Sengun. Et Amen Thompson et Tari Eason et Jamari Smith, ouais. Donc une raquette à 5 intérieurs. Celle de Miami aussi, Adebayo et Kelly Ware. Ah, de ouf. Qu'on quand même, tu vois, qu'on 500 minutes ensemble, donc c'est plus que Horford et Porzingis sur cette saison par exemple. Ouais. Et du coup, c'est quand même quelque chose sur lesquels tu construis. Et là, Bam Adebayo et Kelly Ware, t'as deux mecs qui... Kelly Ware, c'est peut-être le meilleur shooter des deux. Et voilà. C'est pas un joueur qui va gagner le concours à 3 points, quoi. Exactement. Et puis après, t'as la crème de la crème avec Steven Adams et Alperen Sengun, où le premier qui prend un tir extérieur, il tombe dans les pommes. Alors bon, Sengun, on avait l'espoir que son tir intérieur soit plus utilisé, ça n'a pas été le cas. Mais du coup... Ça stagne un peu, ouais. Ça stagne un peu cette histoire, mais bon, bref. Mais ça a été utilisé comme ça, et ça leur a permis d'avoir un avantage concurrentiel de ouf avec Steven Adams. Et en fait, Steven Adams, c'est un peu le deuxième intérieur que tu attendais pas forcément, et qui finalement, en faisant exactement ce qu'il a l'habitude de faire, t'as réussi à en tirer, entre guillemets, du jus de compétition, quoi. Et au final, le but, c'est aussi ça. C'est aussi d'arriver, finalement, selon ton contexte, à utiliser ces deux intérieurs parce que tu as un contexte qui n'est pas optimal
avec un seul intérieur, alors pourquoi pas aller gratter de la valeur ailleurs finalement. Et si tu me permets juste un petit saut en arrière sur ce que tu as dit, je trouve il y a un truc qui est intéressant et je me suis fait la réflexion pendant les playoffs. Mais au final, je trouve que au fur et à mesure que les séries avançaient, etc., beaucoup d'équipes, ou parfois au début des séries, notamment par exemple New York-Boston, beaucoup d'équipes donnaient le switch, quitte à pas avoir un joueur élite sur switch. Karl Anthony Towns, Jarrett Allen face à Indiana, il switch, et je pense qu'au final l'idée était pas si mauvaise, tu vois, même face à Tyrese Haliburton. Alors Tyrese Haliburton il a mis ses step back, etc., et c'était bien joué. Chet Holmgren en finale, il a switché. Alors c'est peut-être une licorne et il a été génial là-dessus, donc c'est peut-être encore différent. Rudy Gobert face aux Lakers, il a switché. Et tu vois, même si tu remontes en saison régulière, je me rappelle d'un Denver Spurs où les Nuggets font switcher Jokic sur le pick and roll, quitte à donner le mismatch à Wemby. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec ces deux line-up à deux big, et par exemple, on va prendre l'exemple de New York face à Boston, ce que je trouve intéressant, c'est que en faisant switcher Karl Anthony Towns, mais en fait en ayant deux bigs avec Mitchell Robinson, même face à Indiana aussi, même si face à Indiana c'était un peu différent, en fait tu te permets d'avoir toujours un sur la ligne de fond. Et ça un en tant que lawman. Alors, évidemment, t'as plus envie d'avoir. Enfin, l'attaque adverse va jouer avec ça et va essayer d'avoir plutôt Karl Anthony Towns en protecteur de panier. Mais dans l'idée, en tout cas, Houston, c'est encore différent parce qu'ils ont joué de la zone. Mais tu vois, même quand il y a Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein, en fait, ils les faisaient switcher par moment. Et je trouvais ça intéressant parce que t'es sûr d'en avoir un sur la ligne de fond. Alors, on les a beaucoup moins vus ensemble en finale NBA. Face aux Pacers. Mais bon, voilà. Mais tu vois, les Cavs donnaient beaucoup de switch face aux Pacers, je trouve, parce que, en fait, t'as Evan Mobley qui peut venir en aide au cercle. Et ça, c'est un truc, tu vois, au final, on en revient à ça fait baisser la fréquence au panier. Mais finalement, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est ultra intéressant. C'est que, même avec de big, même si c'est pas des intérieurs de switch, c'est intéressant de donner switch dans cette configuration parce que dans tous les cas, entre guillemets, tu es censé en avoir un qui peut protéger le cercle, quoi. Après, tu peux avoir des variations, etc. Mais c'est quand même quelque chose que je trouve un peu notable, quoi. Ouais, et ce qui me fait penser un petit peu la différence peut-être entre les Cavs et les Knicks, par exemple, qui ont concédé le switch, c'est que autour des intérieurs qui switchent du côté des Knicks, tu as la longueur de Michael Bridges, Josh Hart et OG Anunoby pour, en plus de ça, un petit peu continuer à genre gratter l'espace et le remplir et empêcher les lignes de drive, alors qu'à côté de ces line-up parfois peut-être qui pouvaient switcher avec le big du côté des Cavs, t'avais les petits bras de Donovan Mitchell et Darius Garland. Et je pense que si certaines équipes peuvent déployer des line-up avec deux bigs et se permettre de switcher avec ces deux bigs-là, parce que comme tu l'as dit, le but c'est d'en garder un des deux proche du cercle, et c'est très intéressant parce que du coup ça te permet de garder une protection de cercle en concédant aucun décalage parce que tu switches. Le seul décalage que tu concèdes c'est le mismatch finalement. Mais si tu es une équipe comme Houston, comme Orlando, qui même tu vois OKC, qui a entre guillemets la longueur autour de toi pour venir aider sur les switches et venir faire en sorte que le joueur, l'intérieur qui a été switché sur le porteur de balle, il soit en tout cas peut-être pas protégé mais aidé, et ça aide beaucoup. Et c'est peut-être pour ça que tu peux le faire aussi si tu es les Timberwolves, parce que autour de ton intérieur qui a été switché sur un porteur de balle, tu te retrouves avec la longueur de McDaniels, potentiellement les stunts et les aides d'Anthony Edwards, l'intelligence aussi défensive de Dante DiVincenzo, et finalement tu concèdes un switch qui peut finalement se transformer en drive contesté ou alors en pull-up, et en fait l'idée c'est aussi de pouvoir vivre avec le pull-up et être ok avec cette idée là, quoi. Donc c'est vrai que je pense que c'est finalement lié au deuxième, enfin c'est lié au premier intérieur parce que le premier intérieur est lié finalement au deuxième intérieur et les deux doivent être complémentaires. Et ensuite si tu tires la pelote de laine, tu te dis mais en fait c'est aussi lié aux joueurs qui sont autour
Ouais. finalement de cette raquette. Et cette raquette à deux intérieurs ne peut être compétitive finalement peut-être que dans le contexte qui lui correspond parce que bah, tu vas avoir besoin de certaines protections, certaines garanties ou d'aller chercher certains avantages que tu n'aurais pas si tu n'avais pas l'effectif adapté autour de cette raquette à deux intérieurs. Ouais, c'est vrai, et c'est très très vrai que c'est peut-être, enfin, même sans doute une des faiblesses de Cleveland cette année, quoi. Enfin, Mhm. ça a été ce côté où, et d'ailleurs, je pense que c'est, tu vois, un truc où peut-être ça peut transitionner avec Houston, mais finalement, un truc où OKC est très très fort défensivement aussi, c'est, ils se sont fait avoir deux trois fois évidemment parce que Indiana très très fort, mais c'est le fait de toujours garder, en tout cas le plus possible, Chet en tant que low man et presque jouer une zone finalement. Et je pense que c'est un peu ça aussi le, le futur entre guillemets, c'est bah, d'en plus de switcher et d'avoir l'équipe pour switcher, ce qu'elle n'avait pas concrètement Cleveland et ce qu'ils ont fait dans la théorie avec les intérieurs, mais comme tu as dit, il fallait toute la carapace autour aussi pour l'encadrer. Et finalement, bah, c'est là où Houston est fort, c'est qu'ils arrivent à avoir les joueurs pour protéger le switch et surtout, ils arrivent aussi à garder le plus possible leur intérieur proche du panier, tu vois. Et finalement en jouant presque une zone. Et c'est peut-être là aussi où tu vois, quand je pense à Dallas, Dallas, il donnait beaucoup le switch, et ça m'a fait penser à ce que tu as dit. Dallas a donné énormément le switch l'an dernier, à l'équipe avec Luka Doncic, Mhm. mais le problème, c'est que finalement, il ne le protégeait pas si bien que ça, le switch. Ouais, bah, notre équipe qui a eu le problème cette année, c'est les Lakers. Ouais, oui, Mais oui, eux, oui. bon, pour le coup, ils ont pas les deux intérieurs, alors que, tu vois, quand Dallas jouait avec PJ Washington et Gafford, ou PJ Washington et Lively, c'est une sorte de raquette à deux intérieurs. À quel point tu considères PJ Washington comme un extérieur ou un intérieur, je pense que ça se discute aussi. Le problème, c'est que, bah oui, t'avais pas forcément de quoi protéger le switch. Et en plus, là où t'as un deuxième problème, c'est que t'as une deuxième cible de switch. Comme New York, finalement, qui, en plus de devoir potentiellement activer un mode de protection dès que le ballon est switché sur Karl Anthony Towns, ou sur Mitchell Robinson, tu dois aussi activer le mode protection quand tu es switché sur Jalen Brunson. Et au bout d'un moment, l'empilement des protections devient peut-être un peu trop compliqué à suivre, surtout que certains de ces Mhm. joueurs, quand ils sont sur le terrain, peuvent pas participer à la protection collective du switch. Je pense notamment à Brunson qui, pour le coup, lui, c'est pas en position proche du cercle comme safety C'est sûr. que tu vas pouvoir le cacher, quoi. Après, il peut provoquer un ou deux passages en force, mais ça, Oui, c'est c'est... bien. Non, mais voilà, quoi. Tu vois, Ouais, super. Toi aussi, tu peux le faire, quoi, c'est tu ça? vois, oui, bah tu vois, moi, c'est exactement ce que j'ai voulu faire et je me suis fait... Non, même pas, j'ai même pas tenté de provoquer un passage en force, je me suis fait juste dunker dessus les deux bras en l'air, quoi. Les deux bras en l'air. Voilà. Mais du coup, tu vois, je trouve. Enfin, avant que je te fasse ce flashback, t'allais parler peut-être un peu de. Bah, peut-être de Houston et de Memphis qui, eux, bah, il n'y a pas que la protection de cercle, entre guillemets, dans l'intérêt des line-up à deux big, quoi. Non, là, on va peut-être transitionner plus de l'autre côté du terrain. Et Et oui, parce que comment on fait. Comment on fait. Moi, j'ai une question, Azad. Comment on fait pour créer de l'attaque quand on a deux bigs et sachant que les bigs qui sont vraiment respectés à 3 points, ça court pas les rues et que on a une défense adverse qui justement abandonne de plus en plus les non-shooters. Comment on fait pour créer de l'attaque avec ça? mais j'ai tellement la réponse parfaite sous les yeux. Est-ce que, est-ce que tu connais le pourcentage de rebonds offensifs des Houston Rockets avec Steven Adams sur le terrain? En gros, est-ce que tu sais combien, quel pourcentage de leurs tirs ratés ils ont récupéré sur rebond offensif quand Steven Adams était sur le terrain? Euh... 40%. 44,6. Ouais, donc si en gros Voilà. on grossit le trait, ça veut Ouais. dire presque un tir sur deux, quoi. Voilà. Ça veut dire que Houston, à chaque tir raté, ils avaient un nouveau tir. C'est un peu comme s'ils jouaient c'est un peu comme s'ils jouaient au basket avec les barrières du bowling. Tu vois? Ouais, ouais, Tu ouais. peux un peu, t'as un peu T'es sûr de toucher au moins une quille, quoi, au bout d'un moment.
Ouais, c'est absolument. Tu les mets toujours les barrières quand tu vas au bowling? Non, et tu sais quoi, prochaine fois que je viens à Nice, on va aller faire un bowling, je pense que tu vas. Pour le coup, là, je risque de. Non, je me ferai pas dunker dessus déjà, donc ça c'est bien. Je vais péter mon crâne, c'est ça. Et ouais, tu vas voir, je suis impressionnant avec des chaussures de clown et des quilles et des boules. Mais du coup, Ouais, ok, bon. Ouais, vas-y. voilà. Non, mais il y a du coup forcément cet aspect de la line-up avec deux bigs sont des line-up qui peuvent te permettre d'avoir un avantage concurrentiel qui est d'avoir tout simplement plus de tirs et plus de possession. Et je trouve que dans l'article justement de l'équipe, il y avait un mini visuel qui résumait bien Ben, ça. je l'ai sous les yeux et du coup je peux le dire si tu veux, Vas-y, je te laisse le dire. vu que c'est ma source quand même. Non, mais c'est en fait ce que je trouve assez parlant, du coup, c'est encore une fois l'article qu'Azad a fait sur l'équipe. C'est en fait l'efficacité au tir des Grizzlies et des Rockets, c'est-à-dire l'EFG, c'est-à-dire à quel point tu es adroit en fait. À quel point tu es adroit et pondéré par la localisation des tirs à 3 points. À cet indicateur-là, les Rockets sont 24e et les Grizzlies sont 11e. Au classement des rebonds offensifs, les Rockets sont premiers et les Grizzlies troisième. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le classement de l'offensive rating pur, les Rockets, grâce à ce pansement, pour moi, c'est vraiment un vrai. Enfin, ce boost complet, bah, en fait, en étant la 24e équipe la plus efficace au tir, donc une équipe la 6e la moins efficace de NBA, eh ben, tu es quand même 12e attaque. Et les Grizzlies, tu passes de 11e efficacité au tir, mais vu que tu es 3e au rebond offensif, tu es 6e attaque. Et en fait, c'est tellement parlant de simplicité, j'ai envie de dire, ce graphique, quand tu l'as sous les yeux. C'est vrai que, en fait, c'est vraiment ce boost, ce pansement, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, mais en fait, ça montre vraiment qu'aujourd'hui, il y a énormément de valeur à aller chercher sur le nombre de rebonds offensifs ou en tout cas la bataille des possessions, quoi. Bah, à un moment donné où la course à l'efficacité finalement elle perd peut-être un peu de vitesse ou alors elle est un peu plus à un pied d'égalité, est-ce que c'est pas en jouant finalement le plus de possession que tu as le plus de chances de gagner? Et d'une source, on va appeler ça une source, que j'ai du côté des Celtics, c'est que dans le coaching staff et dans les équipes, ils s'étaient rendu compte que la plupart des matchs qui étaient gagnés, c'était quand même en grande majorité, parfois malgré un manque d'efficacité, grâce à la bataille des possessions. Et c'est un truc sur lequel aussi j'ai pas mal échangé avec Guillaume Vizade, le coach du Mans, qui disait qu'en réalité, Mhm. c'était parfois, il préférait faire une course à la bataille des possessions que faire une course à l'efficacité. Et d'un autre côté, c'était aussi dans la limite des stocks disponibles parce que si tu fais une recherche du rebond offensif et de la bataille des possessions, c'est peut-être parce que tu sais que tu peux pas gagner cette bataille de l'efficacité. Ouais, 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 mais après, enfin, il y a ce côté où aussi je trouve, il y a un peu deux choses, mais il y a vraiment pour moi une tendance qui est assez évidente, qui est, quitte à avoir un joueur qui va pas être respecté, bah en fait, vu que même un shooter correct, il va pas être respecté, autant aller chercher de la valeur ailleurs. Et tu vois, je pense que la course à l'efficacité, bah aujourd'hui, comme tu l'as dit, on a un peu touché le plafond de verre, quoi. On peut pas aller beaucoup plus loin dans l'innovation, à moins qu'un jour, un joueur arrive à provoquer un lancer franc, un lancer franc par tir, tu vois. Enfin, qui provoque une faute à chaque tir qu'il prend. Et dans ce cas, oui, il aura un énorme boost d'efficacité. Et je sais pas comment il s'y prendra, mais peut-être. Mais en fait, vu qu'aujourd'hui, tu es à peu près à l'équilibre sur le régime de tir à 3 points et le régime de tir au cercle, etc., etc., bah en fait, le gros avantage, c'est à qui prendra le plus de tirs. Et tu vois, un joueur comme Brook Lopez, moi je trouve quand tu fais un peu de recherche, c'est pas forcément ultra compliqué, mais juste par exemple, vous prenez tous les tirs à 3 points et vous les regardez, tous les tirs à 3 points de Brook Lopez en 2019 et vous comparez avec 2025, bah en fait, tu te rends compte que la différence de traitement qu'il a, elle est absolument immense. Et en fait, bah, vu qu'on parle d'un joueur, en fait, c'est là où c'est intéressant. Et tu touches vraiment aussi au côté respectabilité de shooter et spacing, etc. Mais finalement, bah, l'intérêt
d'un joueur qui tire, c'est qu'il soit respecté. Parce que Brook Lopez, bah, par exemple, il va prendre quoi 4, 5 tirs à 3 points dans un match. Donc finalement, il va altérer 4 ou 5 possessions. Sauf que s'il est respecté à 3 points, bah, en fait, il altère presque toutes les possessions qu'il joue où il va créer du spacing. Alors que s'il est plus respecté, bah, en fait, il va juste altérer les 4-5 possessions où il va prendre un tir et peut-être les 2 où il va en mettre un sur ces 5 possessions, quoi. Et du coup, tu as vraiment ce côté où, vu que tu as une différence de traitement, tu vois, Josh Hart, il n'a pas moins bien tiré, c'est pas devenu un moins bon shooter aujourd'hui en 2025 qu'en 2020, par exemple. Mais je pense qu'il a un traitement différent. Et du coup, tu as vraiment ce côté-là. Je pense qu'il y a même un peu plus loin que le rebond. Il y a aussi ce côté où tu préfères qu'un joueur je trouve, une menace en cut sur la ligne de fond plutôt qu'une menace de tir moyennement respectée. Type Amen Thompson, type plein de joueurs. Même, tu vois, Al Horford, il y a des possessions où il va beaucoup plus cutter, je trouve, aussi sur la ligne de fond. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pris Al Horford, mais Amen Thompson, des joueurs comme ça à qui on va donner la consigne. En plus, je voulais dire Evan Mobley. Je sais pas pourquoi je dis Al Horford, je vais dire Evan Mobley. Mais tu vois, genre le OKC Cleveland de janvier, bah, je me souviens que c'est un peu un festival de Evan Mobley qui finalement, il est dans le corner, il est pas respecté, bah, il coupe sur la ligne de fond, quoi. Oui, et du coup, ton joueur qui coupe depuis la ligne de fond, s'il fait 2,11 m, ça sera être plus facile de le trouver, quoi. Et je pense En que théorie. je pense que c'est un peu lié à ça. Et tu vois, je pense à même l'évolution que les Clippers vont potentiellement avoir un petit peu sur certaines line-up où ils sont allés chercher un John Collins, tu vois. Et pour avoir un rôle de finisseur qui peut être intéressant, mais ça reste un finisseur à l'intérieur qui va pas être respecté à 3 points, mais qui va pouvoir t'apporter un peu plus de taille et qui pourrait être collé potentiellement à côté de Zubac et qui lui va t'offrir toutes ces sortes de cuts, ces sortes aussi, tu vois, d'avoir des intérieurs un petit peu style short roll à côté de ton intérieur protecteur de cercle, rim runner un peu vertical, bah, ça peut te permettre aussi un petit peu ces schémas-là et d'apprendre à évoluer finalement dans moins d'espace, mais du coup à concentrer un petit peu plus finalement la puissance. Et c'est vrai que néanmoins les rebonds offensifs sont une part hyper importante du jeu, et je trouve que c'est là où la question des playoffs, je trouve, se pose un peu, parce que t'as ce truc-là de Steven Adams. Souvent en playoff, on a vu que les minutes dans sa carrière avaient diminué parce qu'il n'était pas respecté à 3 points et ça créait des problèmes de spacing. Mais du coup, je me demande, tu vois, est-ce que ça n'a pas été toujours finalement, pas toujours une erreur, mais parfois une surréaction à un traitement qui au final aurait pu... Il y avait peut-être d'autres... En fait, je trouve que c'est le retour un peu des line-up à deux bigs, c'est de montrer que la solution à un joueur qui n'est pas respecté à 3 points, c'est pas forcément de le mettre sur le banc. Il y a peut-être d'autres choses à faire que de mettre sur le banc un joueur qui n'est pas respecté à 3 points. Et moi, ce que je trouve ça ouf, c'est que je l'ai particulièrement repéré du coup chez les Celtics, qui était l'équipe 5 out, et l'équipe où on veut du spacing, à plus savoir quoi en faire, la plus exacerbée l'année dernière. Et cette année, ils ont quasiment pas joué un match sans faire des line-up à deux bigs. Et donc, avec deux bigs qui parfois étaient des non-shooters. Et l'année dernière, c'était comme si c'était impossible d'avoir un non-shooter sur le terrain. Cette année, il y a des fois où ils avaient plusieurs non-shooters sur le terrain. Et pourtant, c'est une équipe qui est restée compétitive, mais qui a quand même un petit peu changé son approche sur ça, quoi. Et Houston, je trouve il y a un truc qui est intéressant et beau, entre guillemets, dans ce que tu dis, mais c'est le fait, en fait, que peut-être qu'on utilisait mal aussi le fait qu'un joueur soit pas respecté à 3 points, tu vois. En fait, peut-être il y a peut-être d'autres solutions que d'utiliser. Et tu vois, Steven Adams, moi, ce qui me fait marrer, c'est que souvent, en fait, il est pas gardé par un intérieur. Et en fait, tu te rends compte que il est tellement fort au rebond offensif que ça force les défenses adverses à soit mettre un big pour le garder, soit du coup mettre un plus petit sur Alperen Sengun, etc., etc. Et je trouve ça ultra intéressant comme façon de faire, en fait, et comme postulat qui finalement, c'est aussi une manière, tu vois, de forcer la position défensive d'un joueur. Ce qui,
pour le coup, la tendance actuelle, c'est là où c'est marrant, c'est que la tendance actuelle, c'était plutôt la défense qui dicte le truc de où est-ce qu'on place qui. Et là, en fait, t'as un peu ce côté, après, peut-être que c'était que les Rockets de 2025, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un autre moyen de faire, en tout cas. Ouais, et je trouve que ça force d'autres. En fait, et aussi, c'est très biaisé par le résultat finalement. Parce que on a été emballé au final par ce rebond offensif de Steven Adams. Et je pense qu'il y a forcément une réaction. Et je me dis à quel point aussi, quand on prend ces décisions-là, et enfin, quand on prend, comme si moi je prenais quelconque décision, quand les coaching staff prennent une décision, je me demande toujours à quel point c'est de la surréaction et il n'y a pas aussi à quel point laisser passer l'orage, parfois c'est pas mieux que de surréagir et que de mettre Kevin Looney sur le terrain pour gêner Steven Adams, alors que tu te retrouves du coup avec un poids complètement mort de l'autre côté du terrain parce que bah, t'annules encore plus ton spacing alors que t'en as encore plus besoin quoi. Mais c'est Et, hyper intéressant parce que ça déclenche des mécanismes et je trouve ça top que on est arrêté de, tu vois, de faire le truc un peu basique de, bah, si c'est un non-shooter, tu vois, moi, ça m'embêtait un petit peu qu'on soit dans un moment où on arrive à des questions de, bah, de toute façon, est-ce qu'on va aller drafter un mec ou s'intéresser à un mec qui peut pas tirer au-dessus de la moyenne à 3 points parce que s'il tire pas au-dessus de la moyenne à 3 points, bah, finalement, il va jamais jouer parce que impossible d'être dans quelque chose un joueur compétitif qui est pas une menace à 3 points, quoi. Surtout, c'est un ouais. joueur off-ball. Et finalement, je trouve qu'il y a ils arrivent à trouver, ces mecs-là, c'est des architectes, hein, et ils arrivent à trouver des moyens de battre la géométrie du terrain. Et c'est là aussi où c'est intéressant de voir que la géométrie du terrain d'un terrain de basket n'est pas en 2D mais bien en 3D et que la taille a une grande importance. Parce que je trouve que parfois on oublie aussi que l'espace qu'il y a, en fait, on parle souvent de spacing et quand on parle de spacing, on parle très souvent du spacing horizontal et on parle absolument, enfin très rarement du spacing Ouais. vertical. Et là, cette faculté d'être plus grand, finalement, eh ben, elle a aussi une valeur, quoi. Et du coup, c'est quels sont les non-shooters que tu décides de garder sur le terrain. Mais c'est quand même des mécanismes intéressants. Et moi, ce que je trouve ouf, c'est quand tu regardes les on-off de Steven Adams en carrière. Déjà, genre, bon, bien sûr qu'au rebond offensif, genre, je vais pas citer tous les centiles, mais c'est entre le centième centile et le Et le centième. 86e centile. Ouais, non, Et le là, 102e. et donc, c'est absolument monstrueux. Et du coup, il y a une vraie corrélation positive avec l'attaque et l'impact qu'il a en attaque aussi. Et c'est ouf de se dire que ce mec-là, il a été mis sur le banc, alors qu'en réalité, toutes les équipes dans lesquelles il est passé avaient l'air plus compétitives avec lui sur le terrain que sans lui sur le terrain depuis quasiment le début de sa carrière. Mais finalement, il jouait aucune minute en playoff parce qu'on n'a jamais trouvé une solution pour l'optimiser. Et au final, c'est peut-être dans le contexte qui, moi, me surprend le plus. Donc, c'est un endroit où il n'y a vraiment pas d'espace que les mecs se sont dit, bah, on va pas, nous, on n'a pas d'espace, et bah, très bien, on va voir qui c'est qui a pas d'espace. Parce que du coup, les mecs, ils ont dit, on va jouer sur 1 mètre carré, mais au lieu, en fait, au lieu de, genre, vous empilez les shooters à 3 points pour jouer dans 30 mètres carrés avec beaucoup d'espace, nous, on va jouer dans 1 mètre carré, mais on va mettre tellement de taille que finalement on va gagner entre guillemets la bataille de la géométrie du terrain d'une autre manière et on va tirer les angles on va tirer la couette mais de notre côté et d'une autre manière quoi. Et je trouve ça trop cool et j'ai vraiment trouvé que ces Ouais. playoffs étaient trop intéressantes pour ça Mais pas et que les playoffs, hein. non, pas que les playoffs, mais j'ai trouvé que, tu vois, la série Warriors Rockets, c'est vraiment, alors pour le coup, c'est moche à souhait, mais tu pourrais regarder que les rotations des matchs, si t'as pas envie de regarder les matchs parce que ça fait saigner les yeux, Ouais. tu pourrais regarder que les rotations et tu te dis, ouais, ça perd l'hypopète. Ouais, les Où est-ce que line-up je suis? qui Où est-ce que je sortent. suis tombé? Mais vas-y, pardon. Non, c'est bon, j'ai fini Mais non, de mais kiffer. je trouve ça incroyable que tu cites cette série parce qu'en fait, depuis avant, je réfléchissais et je me disais, oublie pas ça, oublie pas ça, oublie pas ça, faut que tu dises ça, faut que tu dises ça. Parce que je trouve que en fait, la solution à, au problème qu'ont posé les Rockets, ça a été justement bah, pas de surréagir et de mettre des bigs, etc. Mais je trouve là où ils ont vraiment fait sauter le verrou, c'est quand tu jouais plus petit. Tu vois, c'est quand tu avais Moses Moody. Bon,
Quinten Post sur un match, mais Brandin Podziemski, Moses Moody, que tu jouais vraiment petit en fait. Et je trouve ça ultra intéressant de voir que justement peut-être la réponse au rebond, peut-être que le rebond, tout le monde va vouloir jouer le rebond, et que du coup la réponse au rebond, ce sera celui qui jouera pas le rebond. Alors que justement aujourd'hui la réponse à tout le monde fait du spacing et tout le monde joue petit et on a des shooters, etc. C'est avoir du rebond. Tu vois, et je trouve ça assez beau de voir que finalement en fait il y aura peut-être une surréaction justement où tout le monde cherchera à avoir sa line-up à 2 big, etc. et à jouer très grand pour dominer au rebond, alors que peut-être celui qui tirera son épingle du jeu, ce sera celui qui fera pas ça, tu vois. Et c'est assez beau. Et puis même, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont aussi optimiser la manière dont ils vont au rebond, parce que du coup, t'as la question de la transition qui va derrière, parce que tout ce qui est un joueur qui va au rebond offensif et pas un joueur qui défend en transition. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui est une transition et qu'est-ce qui est une menace et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et du coup là, j'ai entre guillemets deux sources qui me viennent un peu à l'esprit sur ces trucs-là dont j'ai entendu parler un petit peu cette saison. C'est d'abord du coup encore Wayne Phillips qui avait fait un petit peu une analyse de c'est quoi les play types qui génèrent le plus qui sont le plus dangereux ensuite. Enfin, c'est quoi le type de fin d'action qui est le plus dangereux quand tu dois défendre ensuite? Et en tout cas, c'est quoi qui génère le plus de points après que ce soit passé ou pas? Et donc, le moment le moins dangereux finalement dans un match, c'est après un après un temps mort. Donc, c'est assez drôle quand même de dire que le gros truc les mecs de genre... réfléchissent oui. des heures pour faire un truc absolument nul. C'est parce que c'est le moment où ta défense, elle est la mise en place de la meilleure des manières. Mais du coup, l'action la plus dangereuse, c'est du coup d'avoir de louper un tir au cercle. Et c'est quand tu loupes un tir au cercle que tu as le plus de chances d'encaisser finalement un point en transition derrière ou après j'enlève le interception et contre qui sont et panier logiques. dunk facile en transition quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est ça qui est le plus dangereux, c'est après avoir loupé un tir au cercle. Et du coup, ça rejoint aussi un podcast qui est sorti récemment, qui est donc les mecs qui s'appellent Slapping the Glass, qui ont interviewé. Attends, du coup, c'est lequel? Donc, c'est pas Stal Van Gundy, c'est l'autre. Jeff Van Gundy. Jeff. Du coup, qui était assistant coach défensif au Clippers cette année et qui du coup a aussi un peu qui est passé par les Celtics récemment en tant que conseiller des côtés GM et qui disait qu'au fur et à mesure de sa carrière c'était des trucs sur lesquels il en avait discuté avec Joe Mazzulla aussi de à quel moment du coup les joueurs sont censés aller au rebond offensif, à quel moment ils sont censés du coup après dès que le tir est raté revenir un petit peu en arrière ou même que le moment où le tir est pris se préparer à revenir en arrière ou pas, et que tout ça aussi c'est des stratégies qui vont je pense se développer au fur et à mesure de tes rebonds offensifs et à qui t'envoies, de quelle manière. Tu peux mieux les organiser en fait. Oui, c'est ça. Tirer le jus sans avoir les conséquences mauvaises, les mauvaises conséquences. Exactement. Et je pense que à l'inverse, au fur et à mesure, l'autre serpent qui va se mordre la queue, c'est du coup les équipes vont aussi mieux travailler leur rebond défensif. Parce qu'elles vont voir que dès qu'un tir à 3 points est pris, elles sont plus sous la pression d'une équipe qui va venir prendre un rebond offensif. Alors que après un tir au cercle, elles auront entre guillemets moins de menaces. Bon, après il y a aussi à quel point tu as du temps pour pouvoir t'adapter à ça, mais je pense que il y aura une recherche d'optimisation du rebond au bout d'un moment parce que ça peut devenir encore plus le nerf de la guerre quoi. Ouais, d'annulation des forces de l'attaque en fait, ce qui a toujours été le cas. Tu vois, au final le spacing ça a tiré l'efficacité au cercle vers le haut, et je crois aussi que cette année c'est une des premières années où ça a aussi un peu baissé parce que c'est un peu la réponse des défenses, et peut-être que la réponse ce sera le rebond défensif. Et justement tu vois, je me dis est-ce que là encore après avoir, mais je trouve sans avoir fait les recherches parce que c'est assez compliqué statistiquement, mais en tout cas j'ai pas mal d'exemples de
conséquence du switch, en fait, la faiblesse du switch en défense, finalement, c'est pas tant le mismatch, mais c'est peut-être le rebond, tu vois. Et des Steven Adams qui ont des mismatchs au rebond, les Cavs encore une fois, le match face à OKC en janvier ou février, où tu sais, ils gagnent le match sur 4-5 rebonds offensifs parce que OKC switchait beaucoup. Et tu vois, je trouve ça encore marrant que ce soit encore une fois imbriqué à ce point-là, quoi. Et peut-être que du coup, tu auras une recherche de plus en plus de pré-switch et encore une fois de zone qui te permet de garder tes grands le plus proche du panier possible aussi, quoi. Ouais, bah, je pense que le switch, après, il y aura aussi la notion de comment peut-être tu vas mieux défendre, tu vas mieux box out quand tu es en mismatch. Et je pense que, Ouais. tu vois, tu as un truc Mmh. très con, mais si tu défends sur Steven Adams, peut-être que si t'es en rebond offensif, en rebond défensif plutôt, et que tu Ouais. box out Steven Adams, l'idée c'est peut-être pas du tout de box out de manière traditionnelle à vouloir entre guillemets avoir le dos, enfin faire dos au mec et d'essayer quand même de prendre le rebond, mais de dire que l'objectif c'est que toi tu le prennes pas mais que lui non plus quoi. Lui, ils le prennent pas non Ouais, plus, ouais. et donc je pense qu'aussi il y aura des, tu vois, ouais, je vois bien un mec comme Joe Mazzulla demander à un de ses défenseurs de dire je veux que tu le chopes ou que tu te mettes face à lui et que tu le pousses dès que le tir il est pris, quitte à toi que tu n'aies pas le rebond offensif et que ça te rebond défensif et que ça te tombe sur la tête, lui il l'aura pas non plus quoi. Et je Ouais. pense que Et le. ça sera un Pardon, nerf de la vas-y. guerre aussi quoi. Et finalement aussi, il y a le hack Mitch ou hack Steven Adams. Ouais, Tu vois, deux choses qu'on a vues en playoff parce ouais, que c'est vrai. justement, un rebond offensif devient tellement valuable et tellement efficace parce que bah, souvent, un rebond offensif, tu peux. Enfin, souvent. Parfois, tu peux remonter directement et ça, c'est un panier ultra rentable. Que finalement, bah, tu as peut-être intérêt à l'envoyer sur la ligne des lancers francs parce que bah, c'est un meilleur tir, quoi. C'est un meilleur tir si c'est pas un joueur efficace au rebond offensif. Mais je pense qu'il y a aussi une évolution des attaques, tu vois, qui est possible pour relancer un peu la balle ailleurs, tu vois. Mm. Mais et ça rejoint un peu ce que tu as dit sur la draft. Mais finalement, tu te rends compte, et je pense que ça, c'est un truc qui est pas encore ultra exploité. Mais l'utilisation des joueurs qui shootent pas, et notamment des bigs, Mm. bah finalement tu te rends compte que tu peux faire énormément de choses. Isaiah Hartenstein, on en a parlé beaucoup pendant les playoffs et je pense à raison. Mais tu vois, sur les quelques minutes où tu le fais, c'est archi intéressant finalement de voir que limite peut-être il a créé plus de spacing ou en tout cas plus de problématiques offensives que Chet Holmgren parce que Chet Holmgren a eu ce problème du shoot et c'est beaucoup moins, c'est quelque chose qui est moins comment dire, moins tangible, qui est un peu plus éphémère, le shoot de Chet Holmgren, là où les écrans Moi, et les j'allais passes dire de les écrans Hartenstein, aussi. Tu vois, mes écrans ouais, de Steven Adams, ces écrans des deux exactement, ouais. intérieurs, finalement, créent plus de chaos. Et si en plus, l'avantage d'un mec comme Hartenstein et l'avantage des intérieurs un peu plus modernes, c'est que ces mecs-là ont des mains. Et peut-être qu'ils n'ont pas développé le tir pour être suffisamment une menace pour écarter la défense. Par contre, l'évolution montre que quand même, tu as des joueurs qui ont de plus en plus de mains, de plus en plus de toucher, et si c'est Mm. pas assez pour étirer une défense, ce sera de plus en plus assez pour être des connecteurs et pouvoir passer la balle après avoir réceptionné quelque chose sur le short roll ou quelque chose comme ça. Donc en réalité, c'est aussi quel skill set va finalement bien se développer à côté de deux intérieurs ou dans un moins bon spacing. Et du coup, tu pourrais même retrouver finalement un petit peu des skill sets petits, tu vois, des choses qui servaient peut-être un peu plus dans la NBA qui était un peu moins moderne et dans l'ancienne NBA, ou peut-être même, tu vois, d'avoir un intérieur qui a un vrai tir à mi-distance qui est de qualité, ça sera peut-être plus utile que d'avoir un mec qui est à 36% à 3 points. Ouais, Et que par contre, si lui il est à 48%, 50% sur le short mi-distance ou le long mi-distance et qu'en plus de ça, il a un peu une il a le menace short sur short roll roll, avec la passe, et bah du coup, c'est quoi le plus intéressant? C'est d'avoir un mec qui est pas respecté à 3 points, mais du coup qui peut pas mettre vraiment un pied devant l'autre et qui au final est moins intéressant qu'un mec qui va faire ce vers le quoi on s'est retiré, qui est le tir à mi-distance, parce qu'en réalité, il peut faire autre chose depuis le mi-distance. Et il peut aussi passer, il peut mm. aussi faire toutes ces choses-là. Donc,
il y a de Et, très belles choses et c'est top de voir cette évolution qui revient de l'arrière et qui repart de l'avant, quoi. ouais. Et finalement, tu vois, est-ce que on en a parlé un peu sur les podcasts que pas grand monde n'a écouté de profil de draft, mais mais c'est pas grave, on a adoré les faire. Mais tu vois, et finalement, Colin Murray Boyce, Derrick Quinn, tu vois, c'est des choses qu'on a beaucoup dit, mais Mm. ouais, c'est des profils anachroniques, etc. En fait, est-ce que justement, c'est pas des profils ultra modernes? Tu vois, parce que là, quand tu faisais la description, bah finalement, en attaque, bon, en défense, on verra, etc. Mais Derrick Quinn, bon, malheureusement, il est tombé dans la pire équipe possible et ça me rend triste. Mais tu vois, finalement, c'est un joueur qui bah, est un bon poseur d'écran et plutôt un bon rebondeur offensif. Donc déjà, il y a ce côté où il va libérer le porteur de balle en théorie, parce qu'au Pélican, on verra qui sera le porteur de balle. Et si tu switches, bah, tu as ce mismatch aussi au poste bas et aussi au rebond. C'est un bon joueur de short roll. Et je pense qu'à terme, ça deviendra un bon joueur de mi-distance. Donc en fait, tu vois, c'est un peu ce côté. Bon, je l'adore, donc voilà, mais quand t'en parlais, j'avais presque l'impression que tu faisais son profil, et peut-être qu'on le verra jamais parce qu'il a déjà 21 ans, blablabla, blablabla. Mais non, mine de rien, ce qui est intéressant, c'est de voir que Colin Murray Boyce et lui ont été draftés haut par des front office aussi, quoi. Ouais. Et après, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que ça existe des joueurs modernes ou est-ce que c'est que des joueurs qui sont dans un contexte qui leur permet d'être modernes? Bah, en Parce que, fait, moi, ce que je me tu dis, vois, un c'est joueur moderne, c'est... Ouais. est-ce que ça existe vraiment encore des joueurs anachroniques, genre des joueurs, oh là là, lui, il est arrivé 20 ans trop tard, tu vois. En fait, Bah, je trouve la NBA est devenue tellement cool et tu peux faire tellement de choses que j'ai du mal à voir ce que c'est un joueur anachronique, à part peut-être genre les postes 2 shooters, enfin scoreurs, même pas shooters, du mi-distance, quoi. ouais, mais tu vois, même ces mecs-là qui étaient pas forcément à la bonne époque avant, à quel point ils étaient pas juste dans des contextes qui... Bah, après, je pense qu'il y avait peut-être moins d'innovation avant aussi. C'est peut-être vrai. Mais, et je pense que ça mettait aussi plus de temps et que c'était moins facile peut-être de bousculer les choses établies. Mais tu vois, l'équipe, peut-être que je suis en boucle là-dessus parce que genre, je les ai pas mal regardés en ce moment, mais une équipe comme le Magic de 2009-2010 avec Dwight Howard, c'est une équipe qui est hyper moderne. Dwight Howard, c'est pas très moderne comme joueur. C'est un rim runner, un Ouais, protecteur de cercle qui a trois moves au post-up. Mais ils ont réussi à être une équipe qui a retiré le long mi-distance, qui a pris des 3 points et qui a développé un jeu qui lui a permis, lui, de faire d'immenses saisons en termes d'efficacité et en plus qui avait un gros impact en défense. Mais c'est parce que ils ont fait en sorte de mettre autour de lui des grands porteurs de balles qui peuvent shooter. Et en ouais. réalité, tu vois, c'est le contexte. Du coup, lui paraît d'être le meilleur joueur d'une équipe moderne, alors que lui ne l'est pas du tout. Donc, au final, à quel point les Tout joueurs n'est sont pas une pas... question ouais, Ouais, tu vois, de contexte. mais et puis après c'est tu vois ce que disait du coup Putain, on parle beaucoup d'Evan Gundy aujourd'hui. Ce que disait Stan Van Gundy à propos de Dwight Howard, c'est que c'était un joueur qui était très coachable apparemment, Ouais. qui pouvait aussi, qui comprenait ce qu'il avait à faire et pourquoi il le faisait et qu'est-ce que ça apportait. Mais bon, c'est pas un mec qui avait une grosse gravité non plus, tu vois, sur le post-up et des choses comme ça, mais assez pour créer des décalages. Et bon, après, tu as eu aussi les limites des playoffs qui sont venus avec, mais tu vois à quel point les joueurs sont modernes ou à quel point c'est le contexte qui leur permet. Steven Adams, Oui, il oui, n'y oui. a rien de moins moderne dans son jeu, et pourtant, c'était la modernité de jouer avec enfin, avec Oui. six intérieurs sur le terrain en même temps et d'avoir tout ça. Donc, je pense Mais que tu vois, c'est pour ça que je ça trouve dépend que du contexte. Ouais. Ouais, pardon, mais je trouve justement que la NBA d'aujourd'hui, t'as un peu tout qui est possible en fait. N'importe quel joueur peut devenir moderne, j'ai l'impression. Ouais. Bah, si c'est dans le. Regarde, Si c'est dans le bon contexte, Luke c'est vrai. Cornett est devenu un intérieur moderne en arrêtant de prendre des 3 points. Est-ce que, genre, c'est pas une bonne manière de résumer à quel point, genre, tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois, que c'est pas forcément. Il n'y a pas de logique et puis ce sera pas fini. Au final, l'idée, c'est toujours d'arriver à tirer du jus de compétition, arriver à trouver un avantage concurrentiel, arriver à créer le contexte qui rend le joueur le plus compétitif pour le collectif, avec ses forces et qualités,
les forces et les qualités des joueurs contre lesquels il va être opposé et celui qui les entoure. Mais je pense pas qu'il y ait je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus voués à être modernes que d'autres. Je pense pas qu'il y ait un joueur moderne dans sa globalité. Je pense pas qu'un joueur puisse être moderne dans tous les contextes, tu vois. Ouais. Peut-être Oui, il y a un oui, mec comme Jokic, mais parce que ou Mais- LeBron James, tu vois, mais là on parle de genre du millième, du Des millième, du anomalies, centième, oui. quoi. Et sinon, je pense que c'est des contextes. Tu vois, même Curry, avant de l'arrivée de Steve Kerr, tu vois, tu as besoin en fait du contexte et que les gens comprennent entre guillemets le joueur et le contexte et comment débloquer ces notions de modernité, de compétitivité, d'aller chercher ces trucs-là. Parce qu'un joueur en lui-même tout seul, finalement, il est limité par énormément de contraintes et énormément de choses qu'il maîtrise pas ou qu'il peut pas faire, Oui, tout simplement, ouais, quoi. bien sûr, je suis d'accord. Mais tu vois, je trouve ça cool que justement il y ait tellement de contextes et de directions différentes selon les front office ou les équipes que finalement je trouve ça ouvre le champ des possibles justement. Mhm. Après, justement, tu vois, je pense que je suis pas sûr que le contexte des Pélicans ce soit idéal pour Derek Quinn ou même pour un Zion Williamson pour devenir moderne, tu vois, entre guillemets, quoi, alors que c'est un joueur ultra moderne. Mais bon. Mais je regarde en attendant le Magic et je vois qu'ils font quand même 4 saisons de suite à plus de 6 de net rating. Ouais. C'est quand même pas deg. C'est pas dégueulasse. Et si tu regardes, genre, la différence. Alors, si tu regardes un peu les. Je crois que j'écoutais. Ben Taylor en parlait aujourd'hui. Et c'était les on-off de Dwight Howard sur l'influence qu'il avait sur le régime de tir du Magic 2009-2010 au niveau justement de la réduction des tirs à mi-distance. En 08-09, en la saison 2009, moins 10%. Et en gros, tu vois, ils sont dans le premier centile des équipes qui prennent. Enfin, c'est l'équipe qui prend le moins de longues distances de l'histoire. C'est les premiers, en fait, à Ouais. passer le cap, quoi. Ils sont dans le 0e centile en longue distance et 99e centile en volume à 3 points, 99e centile dans les tirs, dans les corners. Tu dis, putain, mais en fait, Dwight Howard, c'est le joueur hyper moderne, le mec qui augmente la fréquence au cercle et dans les corners. Pas moins moderne. Et il baisse la fréquence au panier des Il n'y adversaires. a pas moins moderne que ça, tu vois. Le mec, il pouvait même pas passer le ballon, il pouvait pas dribbler. Yet, il n'en est pas moins que le volume. Il aurait pu avoir un MVP, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout Non, mais, que le coaching était tellement moderne et la construction d'équipe était tellement moderne qu'ils ont fait de ces équipes-là qui, franchement, étaient pas non plus genre transcendants. Genre en 2010, leur deuxième meilleur joueur, c'est Vince Carter. Vince Carter en 2010, ouais, c'est pas qu'on a fait le tour de la question, mais c'est on savait qu'on n'allait pas aller forcément au bout des rêves, tu vois. Et Rashard Lewis a déjà 30 ans, Jameer Nelson est un bon joueur, mais tu vois, t'as Matt Barnes, c'est un jeune JJ Redick, Mike Pietrus, Marcin Gortat est un super backup à Dwight Howard, mais c'est pas le bout du monde, quoi. Et pourtant, t'as une équipe qui tape des net ratings fabuleux parce que, en fait, t'as une approche tactique qui est hyper moderne et qui dénote totalement. Et en fait, c'est avec ça que tu vas gratter, oui, ils ont plus 9 de net rating. Oui, c'est ça, t'as presque 60 victoires. Mais pourtant, et c'était bien illustré dans le podcast du jour de Ben Taylor où il dit, le moment où ils sont tombés contre les Celtics de l'époque du Big Three, ils ont été dans la merde parce qu'ils avaient un mec qui était capable de tenir Dwight Howard au post-up en la présence de Kendrick Perkins. Peut-être la première fois et la dernière fois que j'ai un truc positif sur lui avec un micro devant moi. Mais c'est le cas. Et en plus, tu avais le cerveau défensif de Thibodeau et Kevin Garnett aussi pour un peu appréhender les actions qui étaient quand même pas toujours très variées de la part du Magic. Parce qu'en réalité, ils avaient une très bonne manière de gérer la géométrie du terrain, mais en fait, les limites de l'effectif faisaient que tu pouvais pas faire des choses très variées non plus. Et comme Dwight Howard pouvait, genre, quasiment pas passer, à part si vraiment il avait ses deux épaules orientées vers le joueur à qui il allait envoyer la balle et qu'il était immobile, ça limite très vite ce que tu peux faire. Mais ça en a fait une super équipe de saison régulière qui a participé à la révolution, je pense, un petit peu à la révolution du jeu, mais bon, c'est trop cool de voir qu'il y a des fois, c'est pas des joueurs révolutionnaires, c'est des équipes, des coachs
Et puis parfois c'est des joueurs, parfois c'est les deux, et ça nous amène à nous éloigner de ce qu'on a trouvé moderne il y a 5 ans, quoi. Ouais, ou même moins. Même moins, ouais. Tu vois, l'année dernière, au final, tu sors des finales et tu te dis, ouais, en fait, le futur, c'est d'avoir 5 gars à 40%, quoi. Eh ben non, pas du tout. Et bah, pas trop, hein. Mais tu vois, ça me fait. Au final, Orlando est quand même retenu parce qu'ils ont fait une finale NBA et il y a quand même un peu de reconnaissance, tu vois. J'espère qu'on se souviendra de ces Houston Rockets là. Bon, je sais pas comment évoluera la NBA, je peux pas le garantir, mais je trouve, tu vois, dans ce que tu racontes par rapport au Magic, je trouve il y a vraiment ce côté où ils ont tellement dénoté par leur style de jeu et leur approche en faisant des choses que personne d'autre ne faisait. Mais vraiment que au final, en regardant les matchs, j'avais envie qu'ils perdent parce que vraiment je trouvais ça vraiment pas beau. mais en prenant du recul, je me dis putain, j'espère que cette équipe elle fera au moins une finale de conférence et que tu vois, ce sera pas une équipe qui passera à la trappe complètement, quoi. Mais est-ce que pour finir, tu veux ou pas forcément, c'est toi qui choisis. Qu'on fasse genre en draft un top 5 des line-up à 2 big ou des raquettes en tout cas. Allez, vas-y. On se fait la question, c'est est-ce qu'on se fait celle qu'on a déjà vue ou celle de cette année? Moi je pense celle qu'on a déjà vue parce que sinon c'est trop compliqué. Ouais, puis je sais même pas c'est quoi celle de cette année qui va arriver, donc... Je sais pas, t'as pas fait une vidéo sur Luke Cornette et OMB? Oui, si, c'est vrai. Mais tu vois, une dont on n'a pas parlé et qui a eu quand même un gros impact, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, pas cette année mais l'année d'avant, ouais, de ouf. qui a mis le champion dehors et qui a été construite pour ça. Est-ce que c'est pas eux qui ont aussi un peu ramené ça, tu vois, au goût du jour, et qui ont montré la voie pour arrêter Jokic, c'est un grand mot, mais... Et est-ce que une des plus grosses tristesses de la NBA moderne, c'est pas que Jokic ne soit pas dans une équipe comme ça? Tu vois, dans une équipe avec A2 big. Oui, parce que mon Gordon, ouais. C'est un bigounet, quoi, genre... C'est un bigounours. C'est un bigounours. Toi, t'es un kiffeur. Oh, bigounours, elle est belle. Elle est pas mal, hein. Gros kiffeur. Mais du coup, écoute, quelle raquette t'as envie de prendre avec le premier choix? Est-ce que je vais pas Quelle association? Est-ce que je vais pas prendre une raquette qui est absolument démentielle défensivement et qui, moi je trouve, avait aussi des petits avantages offensifs et qui, en plus de ça, tu sais ce qu'elle a l'avantage de cette raquette? Moi, je sais pas, elle a pas de trou. Non, elle connaît le chemin. Et ça, est-ce que c'est pas le plus important? Je vais prendre Hartenstein et Chet Holmgren. Parce que tu vois, Giannis et Brook Lopez connaissent le chemin aussi, par exemple. Ouais, mais ils connaissent le chemin contre Phoenix en 2021. C'est pas un chemin, là. C'est-à-dire que, genre, il y avait le GPS qui était fourni avec, personne n'aurait pu se planter, quoi. Mais non, mais du coup, oui, pourquoi Chet Holmgren et Hartenstein? Rapidement, en 10 secondes. En 10 secondes, switch all, protection de cercle, shoot, passe, intelligence de jeu et pose d'écran. Je pense que l'intelligence de jeu et la lecture de jeu pour une raquette à 2 intérieurs, c'est hyper important. Et tu vois, je pense que dans la mini draft qu'on va faire, on va pas trop trouver des équipes où il y a des grosses pipasses niveau lecture de jeu. Des gros. Là, ça fait 1h30 qu'on parle, ça est fini. En deuxième. Qui est-ce que je prends en deuxième? C'est quoi, je pense? En fait, c'est presque un trio. Mais j'ai envie de prendre celle de Minnesota. Articulée comme tu veux. Mais tu vois, j'ai presque envie de prendre les trois. Je sais pas si c'est de la triche ou pas. Quand on choisit 2 joueurs et qu'on en prend 3, ouais, je pense qu'on peut appeler ça de la triche. Après, je sais pas. Hein. C'est que plus 50%, ça. C'est pas grand chose. Non, mais alors, du coup, je vais prendre Rudy Gobert et Naz Reid. Ouais, oui, je valide. Parce qu'en fait, il y a ce côté où défensivement, en fait, ça va vachement se rejoindre, mais tu vois, switch, protection de cercle, tu peux faire plein de choses. Tu peux même mettre Rudy en roamer, etc.
spacing. Et en plus, tu as ce côté aussi où, selon le match-up, un peu comme au KC, mais tu peux appuyer sur le rebond offensif comme face aux Lakers, quoi. Donc, allez, je les prends eux en 2. Ok. Moi, je pense que malgré les années qui sont passées, il faudrait que je vérifie les WOWI en vitesse de cette raquette qui, du coup, a été une raquette quand même qui a marqué et on a un peu parlé. J'aimerais bien juste vérifier les WOWI défensifs de cette raquette. Mais Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez, tu vois, c'est pas mal. Hein. je me dis C'est quand pas même. mal. Hein. Bon, cette année, l'équipe fonctionne mieux quand il n'y a que Giannis sur le terrain et sans Brook Lopez. Mais juste. Défensivement aussi Ouais, après, pourcentage à 3 points sur des échantillons de moins de 2000 minutes, voilà quoi. Mais pour l'ensemble de leur œuvre, on va regarder. C'est quand qu'il arrive, Brook Lopez? C'est en 2020? Non, un peu avant, 2018, moi j'aurais dit. Ok, bon, allez, on va prendre depuis 2018. Mais en attendant, tu vois, je peux broder. Mais je trouve ce qui est intéressant, c'est que. Non, mais c'est que, tu vois, c'est une équipe qui est complètement différente parce que 30e au rebond offensif. Tu vois, par rapport à tout ce qu'on a dit, eux, c'est. Et pas forcément beaucoup de switch en défense. C'est vraiment le côté protection de cercle, rebond défensif. Pour le coup, là, ils sont vraiment très très bons depuis très longtemps. Pack the line, etc., etc. Mais jamais de rebond offensif. Et c'est peut-être là où c'est intéressant, c'est que finalement, il y a, tu vois, 3-4 ans, je pense qu'on l'aurait tous pris en 1 parce que c'était le spacing et spacing pour Giannis, tu vois. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas, mais pour l'ensemble de leur œuvre. Ouais, pour l'ensemble de leur œuvre. Ils ont joué quand même 8000 minutes de saison régulière ensemble et un net rating de plus 10. C'est pas mal, hein. Plus, et seulement entre guillemets, plus 8 avec Giannis sans Brook Lopez et plus 3 à Brook Lopez sans Giannis. Et défensivement, le net rating chute quand même plus qu'en attaque quand Giannis joue sans Brook Lopez. Bon, après, ça va dans les deux sens. Okay. Hein. Les deux se sont nourris l'un de l'autre en attaque comme en défense et ils se sont bien trouvés au bon moment de leur carrière finalement. C'est beau. C'est beau, ouais, c'est beau. C'est une belle relation. Hein. C'est une belle relation qui a su s'arrêter au moment où il fallait s'arrêter. Bon, après, je sais pas où elle va la relation de Milwaukee avec Giannis, mais ça, c'est. Je ne sais pas, mais du coup, moi, je vais prendre Alex Sarr et Tristan Vukcevic. Ils ont même pas joué une minute ensemble. Non, je rigole. Ouais. Les Wowi sur 10 minutes. Non, moi je pense que dans la théorie, j'ai vraiment envie de prendre celle de Boston à Horford, Kristaps Porzingis, tu vois. Mais d'un autre côté, on les a. Enfin, cette année, c'était quand même pas la folie, donc je te laisserai en parler. D'un autre côté, j'ai aussi envie de prendre Mitchell Robinson et Karl Anthony Towns, qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais du coup, je me retrouve un peu coincé et je pense qu'au final. Au final, je vais prendre quand même Cleveland. Oui, à ce moment, il faut quand même. Voilà. La défense, meilleure défense. Enfin, la raquette défensivement est quand même folle, même si le reste de l'équipe, comme on l'a dit, c'est peut-être là où ça a pas mal pêché. Et puis, je trouve en attaque, au final, aussi par un coaching qui a un peu changé, tu te rends compte que ça peut un peu vivre avec du mouvement, du cut. Et ce qui est cool, mais en même temps pas cool, c'est que les deux peuvent jouer short roll et en même temps aucun n'est vraiment élite en short roll. Bah, il y en a un à qui il manque la coordination et la lecture, c'est Evan Mobley. Et je trouve en tout cas que bon, c'est encore un peu brut parfois. Et celui qui est peut-être un peu plus propre, c'est Jarrett Allen, mais comme il n'y a pas de pression au scoring depuis le short roll, bah, il va être de plus en plus ignoré. Mais plus 12 de net rating avec les deux sur le terrain, 124 d'offensive rating, 111 de defensive rating, et plus 10 avec soit l'un soit l'autre sur le terrain. Et en gros, c'est plutôt la défense qui est meilleure avec Evan Mobley sans Jarrett Allen, et l'attaque qui reste élite avec Jarrett Allen et sans Evan Mobley. Mais parce qu'aussi, ils sont pairés avec, enfin, ils sont mis en duo avec soit Darius Garland, soit Donovan Mitchell. Donc ça a une grosse influence sur le reste de un petit peu de tout ça, mais ça fonctionnait bien.
Et je te propose qu'on aille jusqu'à 6. Comme ça fait pas trop non plus. Ça fait un peu. On choisit que l'élite. Et donc, avec le 5e choix. Ah, quand même, je suis obligé de prendre Steven Adams et Alperen Sengun pour l'ensemble de leur... Le salaud. Ah, le salopard. Ah, le salopard. Je pensais que t'allais prendre Boston. Non, mais quand même, là, pour l'ensemble de... Pour Ime Udoka et l'ensemble de leurs conneries qu'ils ont poussé jusqu'au bout, c'était quand même... Non, c'était quand même très fort. Franchement, d'oser aller si loin dans la bataille du rebond offensif, c'est exceptionnel. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont réussi à être compétitifs. Est-ce que... du coup, j'ai 255 minutes d'Alperen Sengun et Steven Adams ensemble sur le terrain, playoff et saison régulière comprise. Ouais. Tu veux que je te dise un night rating ou pas? Je crois qu'ils ont un net rating. C'est pas un truc genre plus 30 ou un truc comme ça. Plus comme ça. 27. Ouais. Mais bon, 38% à 3 points en réussite et 29% chez les adversaires. Ils ont, mais par contre, il doit avoir un defensive rating qui doit être sympa. 94. Ouais. Mais bon, quand même, une belle raquette de Kiefer et Steven Adams sur un terrain de basket, quand même, quand il est sur un terrain de basket, les Rockets qui récupéraient presque un tir raté sur 2. Donc voilà, beaucoup de possessions, donc c'est quand même du beau jeu. C'est bien joué. Est-ce que... Attends, tu peux broder un peu sur ceux que tu aurais pris en dernier? Je veux juste chercher quelque chose. Ceux que j'aurais pris, je pense qu'on aurait pu avoir, comme tu as dit, ceux des Celtics. Après, on était quand même un peu limité dans les choix compétitifs parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine notion de complémentarité. Je pense que celle dont on n'a quasiment pas trop parlé, c'est Jaren Jackson et Zach Edey. Qui quand même étaient assez complémentaires. Et moi qui m'intéresse pas mal sur la saison 2. Je pense que la saison 2 de Zach Edey pourrait être assez intéressante finalement dans le sens où il a une année sous le capot. C'est très efficace en termes de scoring, il y a beaucoup de protection de cercle. Donc à voir ce que ça peut donner, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez complémentaire. Et les deux peuvent aussi jouer sans l'un et sans l'autre. Et ça, je pense que c'est une notion assez importante aussi finalement de la complémentarité. Est-ce que les deux peuvent jouer sans l'autre, tu penses? C'est moins compétitif Zach Edey sans Jaren Jackson Jr., mais je pense que Jaren Jackson Jr. peut jouer... Ouais. Parce que moi, en fait, c'est marrant parce que c'est eux que j'allais prendre. Je suis quand même allé checker les WoWi de Kelly Ware et Bam Adebayo, mais au final, tu vois, t'as pas vraiment de spacing, t'es pas ultra dominant au rebond, etc. Ça nécessite d'être creusé, et je trouve que, comme tu l'as dit, au final, cette association, elle est pas mal complémentaire. Et WoWi, bon, attention, parce que inflation sur le tir à 3 points, quand ils sont ensemble, 38% de réussite, mais l'adversaire 35%, donc ça va là-dessus. Mais Jaren Jackson et Zach Edey, plus 13 de net rating ensemble, c'est quand même pas mal. Et je dis ça parce que Zach Edey sans Jaren Jackson Jr. a un net rating négatif. Mais malgré tout, l'équipe tire quand même à 37% quand il est sans Jaren Jackson. Donc tu vois, c'est pas là que ça se joue, quoi. C'est pas là que ça se joue. Mais du coup, moi je pense que je vais les prendre eux en 6ème. Je vais les prendre eux en 6ème. Vendu. Et pour finir, tu me permets un peu de teasing ou pas? Je sais pas ce que tu veux teaser, mais franchement, là, je te laisse carte blanche. Hein. Tant que ça me rajoute pas trop de travail. Non, ça te rajoutera aucun travail. Mais de toute façon, toi, tu teases beaucoup, toi, non? T'as pas de problème avec tease. Waouh. Il est 21h, je suis sobre. Donc, je vais lire la dernière phrase de l'article de l'équipe. Oh, waouh. Mais je vais enlever le mot Wemby. Mais en gros, je vais vous la lire quand même. Et un jour, peut-être, Wemby autorisera la création d'un système à 3 intérieurs. Et du coup, en fait, moi, je veux parler un peu d'une vidéo qui sortira normalement. Peut-être qu'elle est déjà sortie quand vous écoutez ce podcast. Peut-être qu'elle sortira dans 2-3 jours. Mais sur une équipe, tu vois, qui, au fur et à mesure, quand on a parlé, remplit vraiment énormément de critères. C'est-à-dire switch,
beaucoup de profils défensifs, Mhm. potentiellement fort au rebond, Mhm. et potentiellement tu peux utiliser tes intérieurs de façon très très différente, Mhm. etc. etc. Et du coup, bah, c'est là où je vous donne rendez-vous jeudi, jeudi, Jeudi. et c'est une vidéo sur nos amis de Dallas, les Mavericks. Vendu. Donc voilà, toi tu l'as vu, elle est bien la vidéo, hein. La vidéo est fantastique. J'ai adoré. T'as adoré. Et bah voilà. Donc si vous voulez creuser un peu le sujet sur peut-être la prochaine raquette du futur, et ben c'est là que je vous donne rendez-vous. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a beaucoup parlé. Mhm. C'était très cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié potentiellement ou pas? Eh ben non, on a fait un beau petit tour, j'ai trouvé ça chouette. Je trouve que en tout cas, c'était un podcast positif. Ouais, C'était un podcast de gros kiffeurs, genre on était vraiment, on était content d'être là, on était content des innovations. Et je sais pas ouais. pourquoi j'ai de la musique qui s'est lancée dans mes oreilles, je sais pas si tu l'as entendu. Non, pas Non, entendu. bah ça va. Mais du coup, ouais, non. Petit podcast positif, je trouve. Où on a parlé que de choses qui nous ont plu dans l'évolution du jeu et Ouais. aussi du fait que, et non, les équipes NBA ne jouent pas toutes pareilles. Et oui, c'est une belle phrase pour conclure. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'était cool. On est allé un peu dans tous les sens, mais on a quand même réussi à avoir un minimum de trame, je trouve. Oui, Tout en s'autorisant des petites largesses, tu vois. Parler de bullying, parler de choses comme ça. Donc, il faut, donc il voilà, faut. j'espère que les auditeurs, vous avez aussi apprécié l'épisode. J'espère que vous avez apprécié l'épisode autant qu'on a apprécié le faire. Et puis nous, on vous dit à très très vite sur la chaîne YouTube ou en podcast ou ailleurs sur le Dreamcast Show. Prenez soin de vous, buvez de l'eau par la chaleur. Et puis voilà, à Et très ben bientôt. voilà, à plus. Ciao, ciao. Des bisous. Ciao ciao.